Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce mode qu'on peut quand même qualifier de dégradé à cette troisième conférence organisée par le barreau de Lyon et le centre culturel de Bécla. Le cycle de conférences s'intitule Nos libertés confinées et il est le fruit d'un talent conjugué, ceux du barreau de Lyon, qui est un ordre professionnel. C'est-à-dire que tous les avocats de Lyon adhèrent au barreau de Lyon. Tous ne sont pas engagés, mais l'institution qui le représente, elle l'a démontré à plus d'un titre, notamment il y a un an, à l'occasion du premier confinement, puisqu'à ce moment-là, l'ordre des avocats a été interpellé par des associations ou des organismes divers qui pouvaient aller de la Ligue des droits de l'homme à la LICRA en passant par la Confédération des petites et moyennes entreprises et l'Ordre des médecins. Toutes ces institutions saisissaient les avocats et leurs représentants en disant nos libertés sont altérées. Est-ce que du côté du droit, du côté des avocats, il y a quelque chose qui peut être tenté pour réfléchir ensemble à cette entrave apportée aux libertés, toutes les libertés, y compris la liberté d'entreprendre? C'était la préoccupation de la CPME. Les universités se sont jointes à ce projet. C'est ainsi qu'est né l'Observatoire des libertés, émanation donc du barreau de Lyon. La première conférence, on peut dire qu'on pourrait la résumer d'un mot, c'est l'effacement. L'effacement du citoyen, l'altération de ses libertés, les risques de dérive d'une démocratie vers une société de la peur. Cette première conférence a été l'occasion pour Mireille Delmas-Marty de poser cet épisode dans une continuité, celle de l'empilement d'états d'urgence que l'on avait connu, notamment à partir des attentats terroristes de 2015. On ne s'est pas contenté du constat, et Mireille Delmas-Marty nous a invités à nous mettre en quête d'idées, à faire fonctionner notre imagination, à se mettre en quête, disais-je, de ressources permettant d'équilibrer les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Nous avons ensuite évoqué non plus l'effacement, mais la confrontation et la tension entre quoi? Entre le droit à la santé et les libertés démocratiques. Et aujourd'hui, nous arrivons à une troisième étape, à la dernière conférence de ce cycle, pour laquelle nous avons sollicité des citoyens engagés. Cette conférence s'intitule « Retrouver le chemin des libertés ». On peut y mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation, mais en tout cas, nous avons pour cette troisième conférence sollicité pas exclusivement des juristes, mais plutôt des personnes, des citoyens engagés. Alors, ils sont engagés à travers leur militance dans des associations, c'est le cas de Canin. Ils sont engagés parce qu'ils se sont confiés un mandat d'élu, ancien élu pour Jean-Michel Clément, ancien élu pour Vincent Brayat. Et enfin, nous aurons un professionnel engagé, un avocat, qui évoquera la justice, le droit des étrangers et les ressources qu'il a fallu trouver au moment où une réforme importante a été posée en droit des étrangers. Je parlais ici de la visio-audience. On a ensuite connu et vu se développer dans le droit commun, ce qui est un peu le propre de cette situation de laboratoire, puis de développement de solutions qui endommagent, qui altèrent assez gravement nos libertés. Donc aujourd'hui, on sera dans la recherche d'axes, de pistes, de mobilisation pour retrouver le chemin des libertés. Goutla est aussi partenaire de ces conférences. Goutla, c'est un château en forme de hache comme humanisme, qui est dans le forêt, dans la plaine du Forêt, près de Montbrison, et qui est né d'une utopie dans les années 60, une utopie portée par des avocats, mais pas seulement, des avocats qui ont souhaité travailler avec les paysans de la plaine du Forêt, les ouvriers stéphanois,
et pour reconstruire, rebâtir ce château, pour en faire un lieu de connaissance, un lieu d'expression de l'art. Et aujourd'hui, Goutla, c'est un centre culturel de rencontre qui développe ses actions à travers 3 mots: humanisme, droit et création. Goutla accueille des résidences d'artistes, accueille des résidences de chercheurs et développe l'idée d'une bibliothèque de l'humanisme aujourd'hui, accueille des colloques. Tout ça en lien avec le territoire du Forêt, qui est plus qu'un site, qui est vraiment un acteur majeur de Goutla. Et c'est la raison pour laquelle, en écho, nous avons choisi aujourd'hui de convier des élus qui viennent de la France rurale pour que ce soit une ressource aussi donnée aux partenaires de Goutla qui sont eux-mêmes dans une région rurale. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire fonctionner notre imagination grâce à l'imagination que nos intervenants ont pu développer. Je vais donner immédiatement la parole à Patrick Canin. Patrick Canin est membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. C'est à ce titre d'abord que nous l'avons invité. Il est universitaire, il enseigne à l'université Pierre-Mendès France de Grenoble et il va évoquer les pouvoirs, les contre-pouvoirs, en sachant qu'en France, on est relativement bien doté sur ce terrain-là. Mais la question, c'est l'efficacité du dispositif et des interactions entre les uns et les autres. Patrick Canin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le château de Goutla et l'Observatoire lyonnais des libertés publiques d'avoir invité la Ligue des droits de l'homme. Enfin, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, l'objet de cette conférence, évidemment, est très vaste. Retrouver le chemin des libertés, c'est un sujet particulièrement étendu, tant est chargé le tableau des atteintes aux droits de l'homme. Le titre même est symptomatique d'un changement de paradigme de la société. La France est le pays traditionnel des droits de l'homme, donc à une époque donnée. C'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est le pays où a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot. Et des personnalités éminentes, notamment René Cassin, ont contribué à cette élaboration. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que la France, donc référence en matière de défense et de promotion des droits fondamentaux, n'a plus aujourd'hui ce rôle. Car depuis une quarantaine d'années, on l'a vu, une quarantaine d'années dans les précédentes conférences, depuis donc 1981, la loi de sécurité et liberté, loi Perfit, et surtout depuis les attentats du 11 septembre 2020, les textes liberticides se sont multipliés. On peut constater une véritable inflation législative, un empilement continu de textes législatifs et réglementaires, et il n'y a jamais de retour en arrière. Il n'y a jamais d'abrogation. On ajoute des textes, mais il n'y a pas d'abrogation à quelque moment que ce soit. Même lors d'une réforme, on ajoute, on empile, mais on ne modifie pas, on n'abroge pas. Alors, les états d'urgence sécuritaire et sanitaire, alors pour nous à la Ligue, l'état d'urgence sanitaire, c'est aussi un état d'urgence sécuritaire. Parce que si on regarde bien la loi du 23 mars 2020, on retrouve toute proportion gardée, évidemment, les mêmes mesures, ou à peu près, enfin pas toutes évidemment, que l'on a dans la loi du 3 avril 1955, plusieurs fois modifiée. Par exemple, le confinement, c'est l'assignation en résidence de toute la population. On retrouve des interdictions de circulation, on retrouve des fermetures d'établissements, etc. Donc, si on regarde ces états d'urgence, sanitaires et sécuritaires, eh bien, on doit obligatoirement les placer dans le sillage sécuritaire des autres textes. Les gouvernants ont tendance à recourir à l'état d'urgence sécuritaire et sanitaire pour pallier leurs carences en matière de politique publique. On le voit, on l'a vu donc de 2015 à 2017
avec cet état d'urgence qui a duré 2 ans pour pallier les carences en matière de politique de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme. Et puis là, donc depuis 2020, la loi du 23 mars 2020, pour pallier les carences en matière de politique de santé. Les professionnels de la santé avaient alerté le gouvernement, alors non pas sur la survenance de l'épidémie, nul ne pouvait le savoir à l'avance évidemment, mais sur quand même les problèmes que connaissait l'hôpital, au moins 1 an et demi avant la survenance de cette épidémie. Alors on parle aujourd'hui de l'état d'urgence climatique, de crise climatique, et là encore, est-ce que l'on n'ira pas vers une limitation des droits et libertés parce que, évidemment, les politiques publiques n'ont pas suivi. Alors, on constate finalement que les libertés publiques servent de variable d'ajustement. Ça passe à la fin, ce n'est pas ce qui est problématique pour les gouvernements. Et l'état d'urgence qui constitue dans une démocratie ou un état de droit une anomalie juridique et qui est une exception, tend à devenir un état permanent. Si l'on regarde depuis 2015, si l'on regarde la situation, on a une gouvernance du pays pendant plus de 3 ans et demi sous la forme d'un état d'urgence, qu'il soit sécuritaire ou sanitaire. C'est quand même quelque chose qui interpelle. Est-ce que dans une démocratie, dans un état de droit, on peut tolérer qu'un état d'urgence demeure pour une telle durée, alors que l'état d'urgence doit être exceptionnel, il doit concerner une courte période. L'état d'urgence, par ailleurs, contamine le droit commun. Il a des influences sur la législation de droit commun. Alors, pour en venir au thème, parce que là, j'ai fait le lien avec les précédentes conférences, pour en venir au thème, il n'y a pas que les atteintes aux libertés que nous avons pu constater à la Ligue des droits de l'homme. Nous avons constaté que les contre-pouvoirs, finalement, ne fonctionnaient pas, ou ne fonctionnaient pas correctement. Alors, évidemment, il y a des contre-pouvoirs, on est encore heureux, on est quand même dans un état de droit, dans une démocratie, donc c'est normal qu'il y ait ces contre-pouvoirs. Toutefois, ils n'ont pas beaucoup fonctionné pour certains, même pratiquement pas du tout, très peu. Qu'est-ce que l'on constate quand il y a des états d'urgence, qu'ils soient sécuritaires ou sanitaires? On constate que l'exécutif dispose de pouvoirs considérables. Il y a une concentration des pouvoirs, une confusion de fait des pouvoirs. Le président de la République statue, qui a la part du lion, statue en son conseil de défense. En son conseil de défense. Mais c'est une notion quand même singulièrement large de la défense. Admettons pour la sécurité extérieure, admettons pour la sécurité intérieure, mais en quoi un conseil de défense doit être compétent en matière sanitaire et même en matière climatique, parce qu'on nous dit aussi, mais en matière climatique, il n'y a pas un conseil de défense qui peut se prononcer. Alors, ce n'est pas anodin. Si on nous parle de conseil de défense, c'est qu'on nous parle aussi de guerre. Or, il n'y a pas de guerre contre ce virus, ce n'est pas une guerre, juridiquement et même concrètement. C'est pour certains pas qui peuvent être donnés, etc. Mais ce n'est pas anodin de parler de guerre, de conseil de défense, etc. C'est pour justifier les mesures d'exception. Parce qu'en période de guerre, on admet que finalement, il y ait des règles d'exception. Alors, on peut aussi s'interroger sur ce comité scientifique, qui est composé d'experts. Je ne mets pas en cause leurs compétences, pas du tout, mais simplement, est-ce que, alors que naguère ou jadis, on parlait de gouvernement des juges, est-ce que là, c'est un gouvernement des blouses blanches? C'est à voir. C'est une question. Je n'ai pas la réponse. Alors, on n'est pas suffisamment informé, il n'y a pas non plus une transparence véritable. Alors, le Parlement, lui, le Parlement, il transfère au gouvernement des pouvoirs qui deviennent des pouvoirs administratifs, puisque l'autorité administrative, dans l'état d'urgence, c'est elle qui détient la possibilité d'édicter des mesures coercitives, privatives, restrictives de liberté ou de droit. Donc, le Parlement se dessaisit de cela. Mais pire, dans l'état d'urgence sanitaire, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le gouvernement a profité de la situation pour
demander au Parlement l'autorisation de statuer par voie d'ordonnance de l'article 38 sur des pans entiers de matière législative. Le Parlement s'est encore dessaisi. Et il y a une liste, mais considérable. Si vous regardez les textes d'habilitation, alors là, c'est tout dans des points de détail, etc. Alors certes, sur certains points, vous pouvez à la rigueur admettre qu'il fallait adapter des délais, etc. Mais il y a eu des atteintes aux libertés. Par exemple, ces visio-audiences qui ont d'ailleurs été l'objet de censure par les hautes juridictions. Bon, là, c'était une manière de dire, on profite de la situation, on modifie les choses pour après pérenniser éventuellement. Le Parlement se prononce en procédure accélérée. Les études d'impact sont lacunaires. Le Conseil d'État l'a reconnu. Pas toujours, ce n'est pas toujours lacunaire, mais dans bien des cas, c'est presque pas clé, je dirais. J'en ai vu certaines, mais comment on peut écrire des études d'impact comme cela. Le contrôle parlementaire est insuffisant. Le Parlement est informé des mesures prises par l'exécutif. Mais bon, c'est la moindre des choses, on dit ça dans les journaux. Le Parlement doit avoir quand même un rôle supérieur, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu que le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution, a admis, dans une décision du 26 mars 2020, que une violation de la Constitution pouvait ne pas être sanctionnée. Il s'agissait de quoi? Vous savez que pour adopter une loi organique, il faut qu'il y ait un délai de 15 jours entre le dépôt du texte et le vote de la loi organique, parce que c'est quand même une loi importante, elle fait partie, alors c'est discuté par les constitutionnalistes, mais elle fait partie ou pas, ça dépend des opinions, du bloc de constitutionnalité, la loi organique, une loi organique. Or, le délai n'avait pas été respecté. Que nous dit le Conseil? Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation de la Constitution, compte tenu des circonstances de l'espèce. Donc, ça veut dire que la crise sanitaire, l'état d'urgence, qui était décrété, la loi du 23 mars, le Conseil statue sur un autre texte de 26 mars 2020. Donc, ça veut dire que la Constitution, on la met en retrait par rapport à une situation qui est déclarée comme urgente. Donc là, ça ne fonctionne pas. Le Conseil constitutionnel a manqué finalement à son devoir. Les institutions juridictionnelles, est-ce qu'elles ont mieux fonctionné? Alors, le juge judiciaire, il ne faut pas l'accabler parce qu'il est contourné. Ce sont des mesures administratives qui sont prises par l'autorité administrative, donc il n'intervient pas, sauf pour les sanctions pénales. Mais comme ce sont souvent des contraventions, on passe même plus devant le juge. Quant au juge administratif, il exerce son contrôle avec modération. À la Ligue des droits de l'homme et des autres associations de défense des droits qui étaient dans la même situation, nous avons été énormément déçus des décisions du Conseil d'État. Le Conseil d'État a montré beaucoup plus d'audace à d'autres périodes dans la protection des droits et libertés. Alors là, vraiment, c'est une grosse déception. Nous pensions quand même que le Conseil d'État se prononcerait de manière différente dans certaines circonstances. Alors, il y a eu quand même des décisions où l'autorité publique a été sanctionnée, notamment en matière de manifestation, mais il y a quand même, il faut le reconnaître, le Conseil d'État qui n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Les collectivités territoriales qui constituent des contre-pouvoirs possibles, dans la crise sanitaire, elles ont été ignorées. La centralisation l'a emporté sur toute autre considération. Ce sont les préfets, les ARS qui ont eu un rôle. Et puis, est-ce qu'on ne pouvait pas aller vers une différenciation territoriale plutôt que d'imposer le confinement pendant 2 mois de manière abrupte sur toute la population, alors qu'il y avait des secteurs où il n'y avait pas de risque particulier, ou en tout cas, si on mettait en balance les libertés publiques et le droit à la santé, comme disent certains, qui est en fait un objectif constitutionnel de protection de la santé, il y avait quand même à voir. Alors, les autorités administratives indépendantes, qui constituent des contre-pouvoirs, par contre, ont joué leur rôle. Et je dois dire que, par exemple, le défenseur des droits, M. Toubon, a été à la hauteur du rôle que l'on attendait. Nous avons été à la Ligue vraiment ravis du rôle que M. Toubon a joué pendant la période 2015-2017. Les associations de défense des droits n'étaient pas vraiment seules, parce que les juridictions administratives statuaient, comme je vous l'ai dit,
le juge judiciaire n'était pas compétent. Qu'est-ce qu'il y avait face à un état d'urgence sécuritaire? Il n'y avait pratiquement rien. Et le défenseur des droits, tout de suite, s'est mis en avant. Il a été à la hauteur pendant les 2 années, hein, il n'y a eu aucun problème, il y a eu des recommandations, des mises en garde, etc. Donc là, ça fonctionnait. La Commission nationale consultative des droits de l'homme aussi, hein, il a mis des avis, alors le gouvernement n'en a jamais tenu compte. Hein, c'est ça le problème. C'est que là, les contre-pouvoirs ont eu leur rôle, ils ont joué leur rôle, mais c'était comme si c'était inaudible. Alors, les organes internationaux européens des droits donc internationaux européens des droits de l'homme, donc par exemple le Conseil des droits de l'homme, le commissaire des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, pardon, là aussi ils ont joué leur rôle. À la Ligue, nous les avons donc sollicités, ils ont toujours été présents, il y a eu des mises en garde, hein, que ce soit pour l'état d'urgence sécuritaire ou même sanitaire, il y a eu des recommandations. Donc, effectivement, là, ces contre-pouvoirs qui sont au-delà de la France ont fonctionné. Alors, pour finir, les associations de défense des droits, qui constituent aussi des contre-pouvoirs, même si leur rôle est très limité, ils ne sont pas institutionnalisés. Alors, ils ont joué leur rôle, il y a eu des manifestations, des pétitions, des réunions publiques, enfin, tout ce qui est habituellement fait par les associations. Le problème, c'est que là encore, ça a été inaudible, ça n'est pas pris en compte, parce que les libertés publiques passent après tout le reste. Question aussi des médias, parce que les médias ont été très critiques. Alors, elles ont été assez quand même sous l'état d'urgence sécuritaire. Peut-être un peu moins là sous l'état d'urgence sanitaire, mais sous l'état d'urgence sécuritaire, il y a eu quand même des journaux d'audience nationale qui ont su quand même critiquer ces abus dans la prorogation de l'état d'urgence. Donc, enfin, pour terminer, le citoyen, comme ces contre-pouvoirs ne fonctionnent pas ou peu, le citoyen se retrouve face à l'exécutif. L'exécutif qui a plutôt maltraité le citoyen en matière d'état d'urgence sanitaire, on le voit très bien. Il a eu une approche qui a été purement punitive et de méfiance à l'égard de la population. Hein, ce qui a fait dire très justement à Mireille Delmas-Marty qu'il y a un effacement du citoyen. Hein, donc là, ça pose quand même problème dans une démocratie. Hein, voilà. Donc, vous voyez, finalement, les contre-pouvoirs, lorsqu'ils ne fonctionnent pas, entraînent la situation où le citoyen se retrouve seul. Seul, alors certes avec des associations, mais ce ne sont pas des pouvoirs institutionnalisés. Alors, je veux dire par là que les contre-pouvoirs institutionnalisés, on peut fonctionner, on peut jouer leur rôle. Donc, aujourd'hui, il faut redéfinir cette place des contre-pouvoirs afin de sortir de l'état d'urgence permanent. Bien, merci Patrick Canin. Je ne sais pas si votre propos va encourager ou décourager l'auditoire, et notamment les citoyens qui nous écoutent. En tout cas, je les invite à réagir via la conversation Zoom qui leur est proposée, puisqu'on ne peut ni les voir, ni les entendre, ni entendre leur voix. Donc, on les lira avec beaucoup d'attention. Je vous propose maintenant d'ouvrir un autre champ de notre cerveau et d'écouter et de regarder ce que nous propose un artiste. Il s'agit de Thierry Fournier qui nous accompagne et qui intervient dans notre cycle de conférences. Thierry Fournier est artiste plasticien, commissaire d'exposition indépendant. Il a une formation d'architecte. Il est diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et il vit aujourd'hui et il travaille au Verbier. Son travail est régulièrement exposé en France et à l'étranger. Et il a également une activité d'édition, puisqu'il est co-éditeur et directeur artistique de la revue Anti-Atlas Journal. Cette revue est consacrée aux enjeux contemporains des frontières. Thierry Fournier enseigne également à Sciences Po Paris dans le domaine de l'art. Donc, Thierry Fournier va maintenant provoquer, susciter, dynamiser notre imagination
notre réflexion, de faire notre émission. Donc, c'est à vous maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie encore une fois le château de Goutelas pour cette invitation à participer à ces 3 rencontres. Je vais partager mon écran pour vous faire voir ces œuvres. Je prends un tout petit instant. Voilà. Est-ce que c'est... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'écran correctement, s'il vous plaît? Oui, c'est bon? Ok, très bien. Bien, donc, en tant qu'artiste, je travaille principalement, je pourrais dire, sur les limites du vivant. C'est-à-dire, je crée des installations, des sculptures, des œuvres sur Internet également, des photographies, on en verra. Et la plupart du temps, ces œuvres visent en tout cas à provoquer des confrontations. C'est-à-dire dans plusieurs sens. Alors, soit au sein du public, à travers un dispositif des objets, soit encore une fois entre des dispositifs qui seraient autonomes et leur environnement. Donc, ici, on voit l'installation A+, que j'avais montré lors de la première rencontre, qui est constituée d'une sorte de stèle en métal dans la rue, dans l'espace urbain, avec un écran qui montre exactement ce qui se passe derrière lui, mais toujours décalé de 24 heures. Donc, ce sont aussi des situations d'altérité, de relations à l'autre, quel qu'il soit, au sens vraiment large, et qui concernent aussi bien des questions humaines, je pourrais même dire anthropologiques, que sociétales, voire même parfois politiques. Et d'ailleurs, ce sont certainement ces enjeux sociétaux qui croisent de manière la plus forte les enjeux et les questions thématiques de ces 3 rencontres. Ici, on voit une des images numériques de la série La main invisible, que je montrais aussi lors de la première rencontre, où je transforme des photographies de violences policières en effaçant totalement les policiers des images. Et parfois, ces œuvres sont programmées, sont régies par des programmes informatiques, et elles sont donc dotées de comportements, comme ici l'installation La Sonde, que je montrais la dernière fois, qui explore l'espace autour d'elle et qui s'interroge à haute voix sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle entend. Donc, je voulais faire une petite récapitulation du parcours qu'on avait fait jusqu'à présent, aussi pour vous montrer rapidement les enjeux principaux de mon travail. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous montrer l'œuvre qui s'appelle Ecotone, qui est une installation en réseau. Installation en réseau, ça veut dire une installation dont le contenu se renouvelle en permanence en temps réel en fonction de ce qu'elle trouve sur Internet. Donc, c'est un programme, en réalité, qui va chercher en direct tout ce que les gens écrivent sur Twitter à propos de leurs désirs. Elle procède en faisant des recherches avec des phrases clés, comme vous le feriez sur un navigateur, en cherchant des tweets qui comportent des phrases comme des expressions comme j'aimerais vraiment, je rêve de, j'ai tellement envie de, mon plus cher désir, etc. Elle les fait lire au fur et à mesure par des voix de synthèse, et ces voix de synthèse vont générer le paysage qu'on voit, une sorte de paysage artificiel, rose, magenta, comme ça. Et on avance en permanence dans ce paysage, la caméra avance un peu comme une sorte d'addiction qui ne s'arrêterait jamais, quoi. Alors, je vais vous faire voir un court extrait d'une captation vidéo de cette œuvre, au moment où je l'ai créée, c'est-à-dire en 2015. Est-ce que vous avez le son de la vidéo? Je ne vous entends pas. Et vous m'entendez là? Vous avez le son? Excusez-moi, est-ce que vous aviez le son de la vidéo? Non.
Bon, attendez, excusez-moi, je vais relancer la vidéo. Vous avez le son? On vous entend, vous, mais on n'entend pas le... Vous n'entendez pas la vidéo? C'est ça. Bon, excusez-moi, je vais relancer le partage alors, pardon. Un instant. Ouais. Est-ce que vous avez le son? Non. Vous n'entendez pas la vidéo? Non, on vous entend, vous, mais on n'entend pas la vidéo. Bon, alors, je vais faire une dernière tentative et sinon après, excusez-moi, je ne comprends pas. Ça fonctionnait très bien la dernière fois et la fois d'avant. Là, vous l'avez? Non. Bon, tant pis alors. Donc, je suis désolé, je ne comprends pas. On a un problème apparemment avec Zoom parce que la dernière fois, ça fonctionnait très très bien. La seule chose du coup que je peux vous inviter à faire, c'est, si vous en avez envie, c'est d'aller voir la vidéo de cette œuvre sur mon site web, dont je vais vous donner l'adresse. Et en tout cas, donc, pour en finir la description, ce qui est la caractéristique vraiment de ce qui se passe, c'est qu'on entend des pensées personnelles des gens sur Twitter qui sont à la fois des désirs assez intimes, des rêves de vie, des désirs amoureux, mais aussi des choses extrêmement banales. Et ce qui m'intéresse notamment avec cette œuvre, c'est qu'il y a vraiment un espace collectif, quoi, dans lequel on entend en permanence ce que les gens écrivent sur Twitter et sur Internet, c'est de faire voir comment le désir constitue un moteur absolument inépuisable d'exposition de soi sur Internet. Donc, ce qui questionne aussi bien l'usage d'Internet comme expression des utopies que les limites entre la vie privée, entre l'intimité et la vie publique. Donc, voilà, je suis désolé pour ce problème technique hein, qu'on a rencontré. Vous pouvez voir cette vidéo sur mon site qui est thierryfournier.net. Et là, vous verrez, il sera très facile de retrouver cette œuvre et la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci à vous. C'est vrai que vous êtes désolés, vous êtes tous, mais on se mobilisera et on va voir votre site puisque vous avez mis l'eau à la bouche sur votre proposition. Eh bien, nous allons passer maintenant à la discussion avec nos invités. Jean-Michel Clément est le premier intervenant qui suit, donc Patrick Canin. Jean-Michel Clément est député de la Vienne. Il a précédemment exercé des mandats locaux, un mandat de maire de la ville de du village de la ville de Montrévois dans la Vienne.
Il a été conseiller communautaire et donc il est député depuis 2007. Il a été socialiste, puis En Marche. Et en 2019, il a quitté ce groupe pour rejoindre un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire. Pourquoi 2019? Parce qu'en 2019, chacun s'en souvient, le plus petit notamment, a été votée une loi sur l'immigration, contre laquelle Jean-Michel Fillon a beaucoup fait un livre. Voilà, Jean-Michel Fillon, vous avez la parole pour évoquer de votre place de parlementaire, d'ancien élu du département de la Vienne, conseiller communautaire et maire, d'évoquer avec nous. Alors, vous pouvez le faire avec colère, puisque c'est le ton habituel de vos billets que nous lisons avec beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez aussi le faire avec passion. En tout cas, voilà, on vous invite à éveiller, là encore, notre intérêt pour ce qui est imaginable pour retrouver le chemin des libertés. Merci, merci tout d'abord de l'invitation à participer à vos travaux. Avant de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, je voudrais dire deux, trois petites choses. D'abord, rectifier ce que vous avez évoqué. Oui, j'ai été adhérent au Parti socialiste jusqu'en 2017, mais je n'ai jamais adhéré au mouvement En Marche, que les choses soient bien claires. Moi, je suis un homme de gauche, pour que les choses soient aussi très claires. Et mon engagement professionnel en tant qu'avocat, membre du syndicat des avocats de France, d'un côté, et au Parti socialiste pendant 30 ans, n'ont pas fait changer de ma ligne de pensée, d'une part. Donc, le fait que je me sois retrouvé quelque temps dans le mouvement majoritaire, ça a au moins une vertu, c'est de me permettre d'en apprécier les dérives constatées dès le départ. Donc voilà, je suis donc très critique sur le sujet. Et d'ailleurs, à cet effet, je viens plutôt que de parler, j'ai écrit et je viens de publier un livre qui s'appelle Mes intimes convictions, qui fait le lien entre mon passé professionnel et mon actualité politique. Livre qui est préfacé par Christiane Taubira, pour le citer. Et j'ai écrit en 4e de couverture que j'interroge notre démocratie boiteuse. Donc, vous voyez, nous sommes dans la ligne directrice de tout cela. Ce qui est juste, en revanche, c'est que j'ai quitté le mouvement majoritaire, non pas en 2017, mais dès 2018, puisque c'est la loi Asile-Immigration qui a sonné, je dirais, mon départ définitif, alors même que j'avais déjà, en son temps, j'avais refusé de voter l'entrée dans le droit commun de l'état d'urgence qui ressortait de l'après-terrorisme. Voilà, donc pour planter un peu le décor. Par ailleurs, sur le plan de mes engagements, vous avez cité mes engagements locaux. C'est vrai que très souvent, le parcours pour aller vers un mandat parlementaire vous amène à cheminer vers un mandat local, ce qui a été mon cas. Petite commune, syndicat intercommunal, communauté de communes également. Tout ça abandonné au moment où le cumul des mandats n'est plus d'actualité et vous vous retrouvez parlementaire un petit peu déconnecté d'une réalité qu'aujourd'hui tout à chacun dénonce comme étant regrettable. Par ailleurs, mes engagements, pour autant, n'ont pas cessé, puisque j'étais d'abord engagé vis-à-vis des publics en difficulté en tant qu'élu local pour des entreprises d'insertion. Et puis, en tant que parlementaire, je considère aussi qu'il faut s'engager dans certaines activités, ce qui est mon cas, où je préside une association qui s'occupe de mineurs délinquants, qui dépend de la PJJ, et puis d'une association qui s'occupe également de migrants, puisqu'il y avait un CAO sur ma circonscription. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle 100 pour 1, où nous collectons des fonds pour aider les migrants en difficulté, mais pas que pour les loger, mais aussi pour faire en sorte que, sans distinction de protection ou d'absence de protection, on puisse s'intéresser à ces personnes qui vivent des parcours difficiles chez nous après en avoir connu des bien terribles avant. Donc, tout ça pour vous dire que voilà mon positionnement personnel et politique et d'engagement. Alors, le sujet est passionnant. Je voudrais d'abord remercier le présentateur de cette conférence d'aujourd'hui qui a parfaitement ouvert la voie
du sujet. Et en l'écoutant, je me rappelais les deux derniers des billets que j'ai écrits récemment. Le premier s'appelle « Les restrictions des libertés ou le salaire de la peur », parce que je fais un billet hebdomadaire, et l'un d'entre eux s'appelle ainsi. Et puis le prochain devrait être combien de temps encore allons-nous accepter l'inacceptable? Donc tout ça pour vous dire que nous sommes dans la tonalité. Alors, comment retrouver le chemin des libertés? Quand je regarde un petit peu autour de moi, je me dis, mais finalement, la France qui avait construit avec patience des grandes lois qui laissaient penser qu'on avait définitivement planté le décor des libertés. Liberté de la presse, liberté d'association, je dirais l'ordonnance des mineurs, c'est 45 déjà, précurseur. Puis après, petit à petit, on a su créer aussi des institutions, défenseurs des droits, on en a bien besoin, vous l'avez rappelé justement, contrôleurs des lieux de privation de liberté, plus sensibles, mais je vous en parle parce que j'en fais partie, la commission, l'autorité administrative sur le contrôle des techniques de renseignement. Tout ça, c'est aussi de nature à dire, voilà, ça doit conforter notre démocratie. Et puis, on s'aperçoit que dans les faits, de manière inexorablement, mais doucement mais sûrement, on voit ces libertés s'affaiblir. Alors pourquoi? Moi, je m'interroge d'abord, je crois que la question du Parlement doit être posée. La question du Parlement doit être posée. Petit à petit, on a vu avec le temps le Parlement perdre son pouvoir. Ça m'avait amené d'ailleurs à participer à un groupe de travail dans lequel j'étais rapporteur sur justement comment améliorer le travail parlementaire. Puisque on s'aperçoit qu'en fait, de propositions de loi et de projets de loi, il y a d'abord des projets de loi, 90%, 10% sont des propositions de loi, ce qui veut dire qu'en réalité, ce qui donnerait l'initiative aux parlementaires, la réforme de 2008 notamment, n'est pas respecté. Et on voit bien que c'est le gouvernement qui est à la baguette. Alors, c'est le gouvernement ou c'est ceux qui gouvernent? Et plus précisément, où est passé le pouvoir? Et j'enfonce une porte ouverte pour dire que de toute façon, on a bien compris qu'aujourd'hui, le renforcement du pouvoir présidentiel amène les décisions à l'Élysée sans qu'il y ait de contrôle parlementaire là-dessus. Parce que par définition, il y a plus de conseillers du président que de ministres. On ne sait pas qui a le plus de pouvoir entre le ministre et le conseiller du président. Donc, on en est face à une situation où nos concitoyens se posent la question de savoir à quoi servent nos élus. Donc, la question de la défiance, elle commence là. Quand on affaiblit le rôle du Parlement, forcément que les citoyens, ils s'en rendent compte et ils se disent, mais à quoi vous servez, monsieur le député? À quoi vous servez, monsieur le maire? Il y a une vraie question qui est posée à ce niveau-là. Et j'en veux pour preuve un exemple que j'ai fait parce que moi, j'aime bien communiquer avec mes concitoyens de manière un peu originale et j'ai eu l'occasion de produire un documentaire pour justement les faire exprimer sur ce sujet qui s'appelle « À la croisée des chemins ». Et de cela, les 15 qui se sont exprimés, il y a un récit politique qui interroge sur le rôle, l'idée que le citoyen se fait de son élu, qu'il soit local, départemental ou national. Et on s'aperçoit qu'en réalité, entre démocratie représentative, c'était mon interpellation, mais on était en période de gilets jaunes, démocratie directe aussi, est-ce qu'il y a place pour une démocratie participative? Et là, moi, je suis ressorti de ce travail préoccupé. Pourquoi? Parce que la défiance, ça se traduit aussi dans les urnes par l'abstention. Et quand il y a une abstention citoyenne, quelque part, on sent bien qu'on laisse la main à ceux qui ont le pouvoir. Il y a une espèce de... À quoi ça sert de voter? Bon, de toute façon, on renonce. Donc, il y a une espèce d'abandon préoccupant. Mais cet abandon, il n'est pas qu'au niveau national. On a bien vu que toutes les élections, les unes après les autres, on voit le taux de vote se réduire. Et là où ça devient, je dirais, interrogatif, c'est qu'y compris que lorsqu'on réveille un peu la participation citoyenne, pour justement les amener à rentrer dans
le contrôle ou la participation à l'élaboration de la loi ou de son quotidien, on s'aperçoit que même quand on les invite à participer, pour autant, ils ne vont pas récompenser l'élu qui va le faire, il n'ira pas forcément plus voter. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Grenoble pendant les dernières municipales, où la municipalité de Grenoble avait mis en avant toute une méthode participative très riche, très forte, qui laissait penser que les citoyens impliqués allaient se manifester pour les élections. Eh bien non, pas plus. L'abstention a été aussi forte. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit, y compris dans les quartiers où on a le plus participé, on les a plus fait participer les habitants, c'est encore là qu'ils ont le moins voté. Donc la défiance, elle est durement installée. Elle est durement installée, et avec ça, eh bien, quelque part, quand elle est installée, on s'aperçoit que c'est du laisser-faire. Et que ce qui peut nous arriver, c'est que ce soit le moment venu une explosion de colère. Alors là-dessus sont arrivés les 2 états d'urgence successifs. Et dans cet esprit, la peur, effectivement, a fait accepter tout et n'importe quoi. Et on le voit bien aujourd'hui, jusqu'où on va dans le détail. Et ça a été très bien évoqué. Mais quand on fait les deux, la peur d'un côté et la manière dont les citoyens se désintéressent du vote, eh bien, on s'aperçoit quelque part que, ben oui, on fabrique les lois sans les consulter. Et moi, je le vois bien au niveau du Parlement, comment on fabrique la loi. On n'a pas d'ordre du jour fixé à l'avance. On n'a pas de planning suffisamment long pour pouvoir investiguer la fabrique de la loi. Donc, la fabrique de la loi, elle est laissée dans les mains d'un pouvoir occulte, avec des études d'impact qui sont parfois faites après que la loi soit elle-même, le texte de loi soit voté. Et j'ai été moi-même victime de quelque chose d'assez extraordinaire. On m'avait demandé de faire une évaluation de la loi immigration de 2016. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon rapport. Et quand j'ai remis mon rapport, le jour même, eh bien, était présenté en Conseil des ministres le projet de loi Asile-Immigration de Collomb. Donc, quelque part, y compris le travail parlementaire, était écarté par ceux qui gouvernaient. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, oui, les libertés, elles sont affectées parce que la manière dont est fabriquée la loi, eh bien, le citoyen et ses représentants du peuple n'ont pas la place qu'ils devraient avoir en termes d'anticipation préalable. Et puis, la mission de contrôle, si vous voulez, c'est une semaine de contrôle, c'est quoi aujourd'hui? Une semaine de contrôle à l'Assemblée nationale. Ce sont des débats thématiques où on pose des questions au ministre. Ça s'arrête là. Donc, quelque part, c'est un affichage. C'est un affichage et on continue d'avancer. Donc, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions être. Nous, le Parlement, d'abord, et puis les collectivités locales, elles-mêmes, sont dans une situation, mais je pense que le maire le dira, où elles ont été considérées comme des corps intermédiaires qui empêchaient les réformes d'avancer, et elles ont été écartées. Malheureusement, on a vu que les Gilets jaunes ont réveillé la nécessité de les mettre en avant, comme aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire devrait amener les élus. Et moi, je vois autour de moi que lorsque les élus s'impliquent, eh bien, tant que les vaccins arrivent, ça fonctionne. Donc, quelque part, on retrouve peut-être l'essence même de ce qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire des corps intermédiaires qui fonctionnent. Mais bon, on a affaibli les syndicats, on sait où ils en sont, donc ils fonctionnent moins bien, on le sait bien. Même les Gilets jaunes dénonçaient la représentativité syndicale, ce qui en dit long. Donc, dans ce contexte, pour mettre en œuvre des contre-pouvoirs, face à des peurs qui laissent le citoyen, finalement, en disant d'abord, protégeons la sécurité, ma sécurité et protégeons ma santé, qui fait accepter tout et n'importe quoi, en face, on se débat. Et ce qui est préoccupant, c'est que, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la décision du Conseil constitutionnel récent, qui est quand même, qui interpelle, parce qu'on en est arrivé à un point où on fixe un cadre une fois pour toutes, derrière, on a des ordonnances dans tous les domaines, et puis on n'a pas de contrôle. Donc oui, il y a une vraie dérive, et le Parlement n'est plus dans son rôle, parce que peut-être nos institutions ont dérapé, hein, avec un régime présidentiel qui se renforce de mandat en mandat, un Parlement qui s'affaiblit, et quelque part, une population qui doute du rôle de protection de ses élus. Donc, dans ce contexte,
retrouver le chemin des libertés, je dirais, c'est un art difficile. C'est un art difficile parce que, heureusement, on a des organismes qui sont bien identifiés, on a des associations avec qui on peut travailler. Moi, je vois comment je travaille avec la CIMAD ou avec la LDH sur la question des migrations, mais c'est vrai qu'il faut organiser des contre-pouvoirs pour arriver à faire bouger, je dirais, un service d'accueil de préfecture pour délivrer des documents. Encore que maintenant, on veut les dématérialiser aussi, ce qui va faciliter la chose, vous avez compris. Donc, moi, je pense que là, nous sommes arrivés à un point où rebâtir des contre-pouvoirs, je pense qu'il va falloir s'atteler à plusieurs niveaux. Les associations, heureusement, résistent, mais je pense que si les élus eux-mêmes, au travers leurs institutions, n'ont pas cette capacité à résister, eh bien, ça va être compliqué. Alors, on a créé une dépendance des collectivités locales qui n'ont plus d'autonomie fiscale. Donc, elles sont livrées au bon vouloir des moyens qu'on leur donne. Le Parlement lui-même, si on regarde un peu aujourd'hui la manière dont il est composé, sociologiquement, c'est bien beau d'avoir des visages nouveaux, mais quelque part, on ne peut pas passer par pertes et profits tout ce qui a fait le passé de nos textes de loi. Et là, aujourd'hui, on a des gens qui ont plus tendance à soutenir les textes qu'on leur propose qu'à les critiquer, les contester. Et au nom d'une majorité qu'il ne faut pas fragiliser, eh bien, on fait accepter, là aussi, n'importe quoi. Donc, cette question est préoccupante. Moi, j'ai vu des collègues, je dirais, très attachés aux libertés. Par exemple, Charles-Amédée de Courson, qui a un discours qui étonne. Parlait de Jacques Toubon tout à l'heure. Oui, il a une évolution qui a été plus que remarquable. Il a été certainement un grand défenseur des droits. Mais quand j'écoute mon collègue Charles-Amédée de Courson, c'est un grand défenseur des libertés. Il a une histoire. Et quand il dit en suspension de séance à Fauvergue que ici, tu n'es pas un flic, tu es un représentant du peuple, et ton texte sur la sécurité, ce n'est pas un texte qui est pas un texte bon pour le pays, il le dit avec des trémolos dans la voix. Donc, on en est arrivé jusque-là. Donc, quelque part, si on a fait rentrer aussi dans la voie parlementaire, je dirais, des intérêts, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient sanitaires, eh bien, oui, c'est encore une autre méthode, un autre moyen d'atteindre nos libertés. Donc, voilà ce que je peux vous dire, moi, ce que je vis, cette défiance vis-à-vis des élus, on l'a comprise, parce que nos concitoyens l'ont bien compris. Quand on vous dit « à quoi vous servez, monsieur le député », ça vous interroge quand même. Et je crois que là, la tentation d'autre chose pourrait être, je dirais, le saut dans l'inconnu qui m'inquiéterait. D'où les contre-pouvoirs importants qui existent aujourd'hui se mettent en place et à résister, parce que pour la démocratie, c'est essentiel, je crois, d'avoir ces contre-pouvoirs. Mais pour répondre à votre question précisément, je suis moi plus sur le terrain des constats critiques que des solutions à retrouver. Alors, si je regarde d'un point de vue parlementaire, j'en appelle moi à des systèmes où le système majoritaire ne soit pas le seul et unique système qui gouverne. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à des systèmes qui, peut-être, je n'étais pas favorable, je dirais, enfin, la question de la proportionnelle, c'est un débat, mais pas que. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à des majorités composites pour en arriver justement à retrouver un équilibre de pouvoir. Il faudrait aussi, je crois, que le calendrier électoral ne soit plus dans le sens où il est, puisque tout le monde va derrière le président. Je pense que ça, c'était une erreur de ramener de 7 ans à 5 ans le mandat parlementaire et surtout d'inverser. Enfin, ce qui est l'erreur, c'est d'avoir inversé le calendrier. Après, la question, faudra-t-il se poser une réforme constitutionnelle pour rééquilibrer les pouvoirs? Je le pense personnellement. Ça me paraît essentiel. Et puis, dans la manière de faire fonctionner le Parlement, là, on a un gros travail à faire. On a à s'inspirer de démocraties voisines qui fonctionnent plutôt bien.
apprendre un petit peu à nos amis anglais, un petit peu à nos amis allemands, un petit peu au Parlement européen. On a la possibilité de construire une démocratie moderne dans laquelle, justement, la préservation des libertés, qui a été notre emblème, soit encore, je dirais, déclinée. Et je crois qu'on a un vaste chantier à faire ici. Ça me paraît important. Et puis, je dirais, moi, je reste attaché au triptyque exécutif, législatif et judiciaire pour qu'on puisse arriver véritablement à défendre les libertés comme nous espérons, nous aspirons à ce qu'elles le soient. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai conscience que c'est un peu désordonné, mais je vous avais dit beaucoup de choses, je crois. J'ai écouté vos précédentes conférences qui sont remarquables et peut-être que le débat tout à l'heure permettra de creuser certaines questions plus avant. Merci. Merci Jean-Michel Clément. Vous avez répondu à certaines questions de la conversation déjà, je reviendrai tout à l'heure. Alors, nous allons aller sur un autre terrain. Jean-Michel Clément a évoqué d'un mot la démocratie participative. Là, nous allons plonger dans ce qu'a été le fonctionnement, et ce qui peut être encore un peu, d'une petite ville du sud de la Drôme, qui s'appelle Saillant, qui compte 1300 habitants, et qui n'avait pas forcément dans son programme de faire de la démocratie participative, de la démocratie directe, d'associer les citoyens aux élus, mais qui l'a fait. Et qui l'a fait, se révélant ainsi une sorte de vitrine, de laboratoire, qui a suscité la curiosité d'un nombre considérable de médias. Je crois qu'à Saillant, il y a eu 700 sollicitations pour venir voir comment ça marche. Et donc, nous avons choisi d'inviter le maire de Saillant. Maire de Saillant qui dit « Je n'ai été qu'un organisateur, j'ai organisé le débat, je n'avais pas forcément de programme. » Donc, dans l'Assemblée, vous écoutez tout ça. Alors, nous avons ancien maire de Saillant, vous avez été de 2014 à 2020. Aujourd'hui, vous avez un travail qui vous permet de vivre comme tout le monde. Mais voilà, vous réfléchissez aussi à ce qu'a été cette expérience qui s'est quand même terminée par une non-réélection. Donc, vous allez expliquer un peu ce qu'on a fait à Saillant, ce qu'on y fait peut-être encore un peu, et qui traduit une des idées de Jean-Michel Clément, c'est-à-dire comment associer les citoyens à l'élaboration et à l'organisation de leur vie dans un champ, dans un domaine, dans une petite commune de 1300 habitants. Merci de votre invitation. Alors, cette expérience, elle a pris naissance d'une insatisfaction. M. Clément en parlait très très bien. Une insatisfaction chez nous qui est venue lorsqu'on a appris, vraiment par hasard, et donc c'est là où vous savez vraiment le point de départ, de l'installation en périphérie de notre village d'un petit supermarché. Alors qu'on était un village de 300 habitants, on avait tous les commerces essentiels, de la pharmacie, l'alimentation, du chimie, des choses comme ça. Tous les centres de village, et là, un supermarché en périphérie qui n'était accessible qu'en voiture. Donc voilà, mobilisation au final citoyenne, collectif, association, manifestation, divers courriers, interpellation au tribunal administratif de Grenoble. On a interpellé les groupes, les différents groupes de supermarchés, puisque au fur et à mesure, ils ont jeté l'éponge, le maire, auquel on demandait un dialogue, une ouverture, je dirais un débat sur pourquoi un supermarché, pourquoi pas, mais en tout cas d'ouvrir le débat. Ils ne voulaient pas faire le débat, de mettre en référendum, ils ne voulaient pas mettre en référendum. Donc voilà, on a sollicité les différents groupes alimentaires qui souhaitaient s'implanter à l'appel du maire sur ce projet, et on les a fortement déconseillés de s'investir sur ce projet sur lequel on allait tout faire pour que ce soit un échec. Ça est un échec, ça a été abandonné. Les élections, ça c'était 2012-2011, les élections de 2014 après, 2013, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on avait un maire bien installé, des conseillers généraux, conseillers. Pardon, il faut que je parle un peu plus fort. Et donc,
Et donc voilà, il était bien installé, on sentait qu'il allait repartir quand même, puisque en face, il y avait peu de propositions. Donc, on a été un groupe d'habitants sur lequel on s'est vraiment mobilisé en été 2013 et on s'est posé des questions. Voilà. On voulait vraiment une volonté de transparence. Ça a été vraiment la chose qui nous a mobilisés, puisqu'en fin de compte, en fait, nous n'avions pas de transparence par rapport à nos demandes. Il y a eu la naissance d'un collectif et vraiment des constats. On s'est aperçu que les acteurs habituels de la politique jouent et jouissent d'un fonctionnement opaque qui favorise le désintéressement des citoyens. Il y a une perte de la confiance de l'action politique et il y a un manque d'implication de la population dans les sphères politiques et une dégradation des principes démocratiques. Donc, on a fait émerger notre vision de la politique du faire ensemble, volonté d'être clair, transparent, cohérent entre ce qui se dit et ce qui se fait. Puis est venu un principe de base assez vite. Le politique, c'est l'habitant, l'élu, son représentant. Donc, par rapport à ça, on a voulu associer les habitants à toutes les étapes de la gestion d'une commune. On a re-questionné la méthode de gouvernance qui était pour nous pyramidale, les citoyens en bas, simplifiés, puis le maire au sommet, et on a complètement inversé celle-ci. On a donc travaillé sur un fonctionnement plus horizontal, apportant une co-responsabilité des habitants et des élus. Une gouvernance qu'on appelle collégiale. On est parti aussi donc, sur le pouvoir d'agir, redonner le pouvoir d'agir des habitants par la participation. Donc, c'est vraiment leur redonner une responsabilité d'être et de redevenir citoyen, puisqu'on était un petit peu bâillonnés. Voilà. On mettait le bulletin dans les murs tous les 6 ans, en tout cas au niveau municipal, et ensuite, advienne que pourra, notamment ce projet de supermarché, c'est un exemple, il y en a même d'autres, et on n'avait pas de voix au chapitre, c'était un projet. En même temps, c'était d'ailleurs pas un projet dans son programme politique à l'époque. Et voilà, les choses apparaissent et elles se font parce que les élus ont été. Donc ça, on a interpellé par rapport à ça. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment reprendre notre responsabilité de citoyen et ne plus être un simple électeur tous les 6 ans. Et ce devoir aussi de devenir responsable, notre devoir vis-à-vis des communs. Voilà. Donc ça, c'était important de reprendre notre place. Pour ce faire, on a assez rapidement, justement pour amener les personnes à ce devoir de responsabilité, trouvé des méthodes d'intelligence collective qui sont issues du monde de l'éducation populaire, afin que ce soit un plaisir de venir débattre, discuter, apporter des arguments, écouter, échanger, lors de réunions qui permettaient voilà, toute une émulsion. Donc voilà, on s'est inspiré de méthodes qui étaient très variées, sur lesquelles on changeait souvent de méthode, on bousculait un peu l'école. On travaillait toujours en petit groupe d'habitants avec des animateurs qui étaient préalablement formés. Ces animateurs permettaient, au sein de ces petits groupes, je dirais, d'apporter un cadre affectif, sécuritaire, qui permettait à l'habitant, je dirais, qui faisait ce premier pas qui était nouveau, en fait, de reprendre ce pouvoir, de se dire comment ça se passe, comment ma parole peut être écoutée. Donc, ces animateurs leur donnaient ce cadre et les personnes qui participaient avaient la règle du jeu, vraiment de A à Z, ils savaient où ils allaient. Voilà. Il n'y avait pas de on vous écoute et on verra par la suite. C'est-à-dire que les règles du jeu posées, vous êtes dans un cadre et maintenant on va pouvoir communiquer, débattre, discuter et de comment on fait. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'oral, on a des méthodes qui nous permettent de vous exprimer. Donc ça, c'était des réunions souvent de 2 heures avec un animateur qui structurait ça et en fin de compte, il y avait des allers-retours entre des petits groupes, un retour en grand groupe, un retour en petit groupe, en grand groupe, ce qui alimentait en fin de compte justement les échanges de différentes personnes. Ça a très très bien fonctionné. Je vous donnerai un petit peu des chiffres par la suite. Et forcément, ça se terminait, on célébrait, ça c'est important de le dire, hein, on a fait le bilan par la suite, c'est vraiment important de célébrer le fait d'avoir participé à ça. Donc on célébrait autour d'un même de la
Donc voilà, on a construit une vision en fin de compte de la commune, puisque avant d'être éventuellement candidat, on s'est dit, mais nous, voilà, on vous propose cette méthode, venez participer. Les gens ont participé à 3 réunions, on s'est dit, bon, bah, maintenant, qui veut prendre le pouvoir en 2014 avec nous pour continuer cette méthode. Donc, on s'est dit, mais par contre, il n'y aura pas de programme. Le programme, c'est ces méthodes qu'on a mis en application qui vont faire que vous allez co-construire, on va construire ensemble avec l'ensemble des les élections sont arrivées. Forte mobilisation électorale, contrairement à ce que disait M. Clément, on est peut-être un village un peu unique, 79% de participation en 2014. Et là, en 2020, 79, et en 2020, 74%, malgré la forte participation chez nous sur 1300 militants. Voilà. Donc, élection, on a mis en place tout de suite cette gouvernance collégiale. L'idée, c'était de démystifier le rôle du maire. Donc, à aucun moment, les candidats étaient. Voilà, je ne me suis pas dit, je suis une tête de liste, je vais chercher des personnes. C'était vraiment 21 personnes, il y avait 15 personnes. Donc, forcément, 6 se sont dit, bon, bah, on se retire, on voit que le projet est là, ça part. On a voulu démystifier donc, ce rôle du maire et de chaque élu. Donc, c'était 15 élus, se partagent le pouvoir. Donc, on a fait des binômes d'élus pour éviter la prise de pouvoir. Donc, le maire, c'était le maire premier adjoint, et ensuite, par binôme d'élus, on arrivait par des compétences, des délégations, à avoir chacun des compétences, des délégations de signature, de pouvoir, et de travailler vraiment à l'horizontale. On a également aussi partagé les indemnités. Donc forcément, ça du maire a baissé puisque c'était un choix de tout le monde avec l'indemnité selon son degré d'investissement et le temps qu'il donnait à la vie. Donc vraiment, l'idée des élus, c'était d'être chef d'orchestre, d'animer, de coordonner cette action citoyenne. Ensuite, il y avait forcément la question des arbitrages et des décisions. Donc, elles étaient soumises en débat. Suite donc, il y avait toujours des ateliers participatifs qui amenaient des sujets, et ensuite, une fois que le sujet était à maturité, il y avait de nouveau, lors des comités de pilotage, une instance qu'on a inventée, qui étaient des comités, je dirais, des réunions publiques ouvertes à tous, qui duraient 2 heures, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, et sur lequel il y avait l'ordre du jour qui était annoncé sur le site internet le lundi, préalablement, et sur lequel il y avait toujours un compte-rendu suivi après le week-end. Donc, tout était transparent. Et ce débat, on a apporté tout le travail sur la table qui était apporté par les citoyens sur les divers sujets. Ensuite, les amener les sujets, je dirais, du quotidien de la mairie. Et de nouveau, on débattait et on validait souvent par un consensus avec souvent l'avis du public qui était autour de nous lors de ces soirées. En fin de compte, le conseil municipal était très très classique. C'était une simple chambre d'enregistrement juridique des décisions qui avaient été préalablement prises lors de ce comité de pilotage. On avait mis en place parallèlement à tout ce processus un petit peu de gouvernance, un observatoire de la participation, car on avait peur, en ayant la tête dans le guidon, des choses qu'on a très vite en élu, M. Clément pourra certainement témoigner, avoir une veille citoyenne qui nous dise est-ce que vous faites bien ce que vous avez dit, est-ce que, voilà, à un moment donné, il n'y a pas des dérives. Voilà. Donc, c'était un petit peu bâton, mais bienveillant, on va dire, qui nous permettait, c'était 12 citoyens, donc c'est 6 élus qui n'avaient pas été justement sur cette liste de 15. Et ensuite, il y a eu un tirage de sort sur lequel toutes les personnes qui souhaitaient faire part de cet observatoire viennent compléter ces personnes. Donc, il y a eu 12 personnes à parité, hommes-femmes, qui étaient vraiment en veille, en soutien, qui étaient convaincus par le projet, mais qui étaient vigilants entre ce qui se disait au village, et qui pouvaient souvent nous faire des retours, parce que peut-être dans le bilan, et puis également nous soutenir, nous aider, travailler sur des outils d'intelligence collective différentes en fonction des allers-retours entre le travail qui se faisait au sein des élus et le travail des habitants. Donc ça nous a permis d'avoir des forces de proposition
sur des méthodes. Notamment, quand on a abordé la révision du plan local d'urbanisme, on a créé un panel citoyen qui a été un tirage au sort dans la population et sur lequel 12 citoyens se sont engagés sur 24 mois, 2 ans, à venir arbitrer avec 4 élus, donc les élus étant en minorité, sur l'ensemble du projet du plan local d'urbanisme. Donc ce groupe de pilotage citoyen, pendant 2 ans, une réunion tous les mois, voire après tous les 15 jours, de 2 heures, voire 3 heures. Donc c'est un énorme boulot qu'on fait ce groupe. Et ils devaient toujours être garants, ce groupe-là, dans son ensemble, 12 élus, 4 élus de citoyens, du travail de tous les ateliers participatifs qui s'est fait pendant 3 ans, parce que là, ça a été plus de 2 ans. Donc, il y a eu une forte mobilisation. Hein, ce bilan, après 6 ans, on a fait 841 événements qui ont eu lieu, voilà, parmi lesquels il y a quand même 201 activités institutionnelles classiques, hein, conseil municipal, des choses un peu classiques qu'on retrouve dans toutes les communes. Il y a eu 640 événements participatifs. Donc, cumulé au total, 15 000 participations. Donc, ça fait sur ces 640 événements, hein, si j'enlève ceux qui sont un peu plus institutionnels, un événement participatif tous les 3 à 4 jours qui ont regroupé environ une vingtaine de participants. Un habitant sur 2 a participé au moins une fois en 6 ans, donc il y a 102 personnes qui ont participé plus de 2 fois par an et 50 personnes très fréquemment, une fois tous les 3 ans. C'est pour donner un petit peu de chiffres par rapport à ça. On a eu, comme vous le disiez, c'est vrai que 700 sollicitations en 6 ans, journalistes, des youtubeurs, des politologues, des sociologues, ça nous a beaucoup aidé, des étudiants, chercheurs, peu d'élus, environ 2%, et surtout des collectifs citoyens qui étaient en mouvement et sur lequel, a priori, alors on a été un peu dépassé par ça, parce que nous, on n'est pas partis dans ces choses-là. C'est suite à quelques articles que, en fin de compte, une machine, que ce soit médiatique ou après ces groupes citoyens, sont venus, en fin de compte, s'inspirer du modèle de Salon, ce qui a donné en 2014 des listes participatives un peu partout en France. Hein, je crois que c'était entre 300 et 500, je suis plus sur le chiffre. Voilà, on sentait un réel besoin et en fin de compte, on a été, je dirais, le village sur lequel, un petit peu en termes de dimension, sur lequel on pouvait voir, et on est devenu une sorte de laboratoire. Ça a cristallisé un peu le village par rapport à ça. Puisque voilà, on ne voulait pas être des rats de laboratoire et tout n'a pas été aussi rose que ça. On a été aussi auditionné par le Sénat, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. On a été auditionné par une députée de la République en marche. On a été invité un peu partout en France à témoigner de notre expérience, mais aussi à Montréal, à Barcelone, à Bruxelles, et on a fait une participation Erasmus sur 5 pays européens. Donc voilà, c'est un peu notre expérience. Alors on a perdu les élections. Alors je ne dis pas simplement pour dire que je n'étais pas catholique, c'était une volonté collégiale de se dire que par rapport à ce projet un peu spécifique, l'idée c'était pas que je sois ami au maire, j'étais dans l'équipe municipale, mais pas catholique. On a perdu, alors c'était effectivement, on a perdu les élections à 18 voix, mais pour nous, on n'a pas tout perdu, puisqu'on a gagné les électeurs. Il faut savoir qu'en 2014, partie de la population, puisqu'on avait été élu avec quasiment 57%, qui ont voté contre l'ancien maire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une opposition qui s'est cristallisée. Alors nous, on a fait un peu le bilan. C'est vrai qu'on a fait ce défi de faire un plan local d'urbanisme ouvert, comme il ne s'est jamais fait en France. Il y a même eu le garant du débat public qui est venu observer ce donc ça a été une priorité. On a ouvert sur la place publique tout ce qui est nécessaire. On est passé de 35 hectares qui étaient en terrain constructible à 6 hectares. Donc on a cristallisé pas mal de tensions, notamment de populaires terriens et issus, je dirais, du village depuis de longues familles. Donc forcément, ça a cristallisé. On a abordé des débats qui ne s'abordent nulle part. Les institutions ont ouvert des grands yeux comme ça. On a profité de la loi Allure pour parler de l'habitat régional. Puisque c'est une réalité, en tout cas dans notre région, il y a de plus en plus de personnes qui ont très peu de revenus, les terrains ont de plus en plus chers, et des installations, justement, qui sont un peu sauvages, de yourtes, de tiny house, de caravanes, des choses comme ça. Nous, on voulait, au final, se servir de cette loi
pour leur donner cette possibilité de s'installer dans un cadre législatif et que ce ne soit pas sauvage. Ça a été, voilà, il y a eu un fantasme, ça nous a dépassé ce débat, qui se sont empressés de fantasmer avec l'arrivée de caravanes, de lourds, de tipis. Donc voilà, ça n'a pas été si simple, ça a scindé le village en deux. Et je l'explique un petit peu, j'ai un peu au niveau du temps. Juste, j'ai bien aimé le bouquin de Cynthia Fleury sur la question du ressentiment. Voilà, il y a une sorte de mécontentement sourd qui gangrène un peu nos démocraties. On est dans la binarisation, on cherche un bouc émissaire, des fois du refus de débat, du dénigrement, on porte plainte pour tout, il y a des revendications. Voilà. Et donc, en fin de compte, c'est la rumination individuelle qui devient des fois, voilà, donc les personnes se sentent victimes avec des certitudes. Et en fin de compte, s'agrège autour d'un collectif. Donc, c'est ce qui s'est un peu passé pour nous en opposition à, justement, une vision d'un autre monde, d'un autre avenir, de réenchanter la démocratie, de reprendre notre pouvoir, nos responsabilités, nos devoirs et de s'ouvrir à, justement, un changement de monde. Donc, voilà. Bon, bien, merci beaucoup pour ce grand diffus d'oxygène. Nous débattrons après, hein, je suis la conversation sur la tablette. Alors, on va passer dans un autre cadre, puisque Jean-Philippe Petit va prendre la parole maintenant. Jean-Philippe est avocat au barreau de Lyon. Il a présidé la commission du droit des étrangers. Il nous disait à l'instant que le droit des étrangers, c'est le laboratoire d'expérimentation de fonds de limitation de liberté. Et il va évoquer ce qui a pu, à un moment donné, mobiliser non seulement les avocats du droit des étrangers, mais tout le barreau, voire l'ensemble des avocats français sur une dégradation importante de la procédure. Cette innovation-là, dégradation, s'appelle la visio-audience. Il va évoquer ça et aussi peut-être réagir à l'ensemble des propos qui ont pu être tenus dans cette troisième conférence. Merci bien. Et un grand merci aux organisateurs de cette troisième conférence de nous avoir conviés à y participer. Retrouver le chemin des libertés, j'ai envie de dire, c'est un chemin tout de même assez sinueux, tortueux, semé d'embûches, il a été rappelé par les différents intervenants. Et en effet, le droit des étrangers et le droit d'asile, à l'instar du droit pénal, sont des laboratoires d'expérience. Moi, je vais qualifier de laboratoire du pire, dans ce qui peut être utilisé par les pouvoirs publics, également validé, voire proposé par le législateur, au détriment de garanties, mais au détriment de garanties, et c'est ça qui est à la fois paradoxal et choquant, au détriment de garanties qui concernent les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont besoin le plus de garanties parce que fragilisés, on pense aux personnes de nationalité étrangère, aux demandeurs d'asile. En fait, le droit de l'homme qui nous a rappelé intrinsèquement un demandeur d'asile est une personne vulnérable. Les personnes détenues, c'est bien, on s'attaque à travers des modes alternatifs du procès, la visio-audience. Rapprocher un petit peu du micro, je crois que c'est le micro qui est central. Voilà, on a un beau laboratoire aussi aujourd'hui. Voilà. La nécessité de l'adaptation. Ce laboratoire, en fait, du pire, c'est ce qui a créé depuis plusieurs années le principe même de la vidéo-audience. Je vais y revenir. Et également, durant la phase de crise sanitaire de la traversation, mais plus principalement durant le premier confinement, la procédure dite sans audience. Alors, retrouver le chemin de liberté, moi j'avais une première réflexion tout de même, je mets à votre sagacité, c'est que d'ailleurs le verbe est important. La question est de retrouver, non pas forcément d'augmenter. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on est un peu comme Sisyphe et son rocher. On est continuellement sur cette pente à vouloir retrouver quelque chose, alors qui est un acquis bien fragile et parfois pas satisfaisant, plutôt que de se poser la question d'améliorer même
non seulement ses acquis, mais ses libertés, la liberté du citoyen, du justiciable citoyen. Et c'est ça la difficulté, c'est que finalement, ce chemin qui est un sentier, eh bien, on va s'apercevoir que depuis plusieurs années, il y a énormément de routes qui sont mises devant. Et je me pose même la question de savoir si finalement, est-ce que c'est le chemin qui importe, ou pour reprendre la phrase de Camus justement dans son décisif, c'est la volonté d'arriver qui suffit finalement. Et je vais parler de la première volonté. La première volonté, d'abord, avant de savoir quel mode d'action à travers justement l'expérience, les vidéo-audiences, principalement concernant la formation du droit d'asile, les audiences devant la formation du droit d'asile, la première volonté qui nous concerne, c'est la volonté quand même de reconnaître, c'est-à-dire de ne pas nier certaines réalités qui nous sont imposées depuis plusieurs années. Je m'explique. Avec le peu de rétrospectifs que nous avons, s'agissant de la procédure sans audience, on s'aperçoit que de façon automatique, parce que le service public de la justice était préservé lors du premier confinement, a été pensé, et plus que pensé, a été mis en place, sans véritablement de débat. Hein, les différents intervenants ont rappelé, notamment sur l'affaiblissement du groupe du Parlement, la procédure sans audience, parce qu'il fallait répondre de façon instantanée à un impératif sanitaire, et surtout au fonctionnement vaille que vaille, tant bien mal, du service public de la justice. Mais à quel prix? Au prix de l'absence de publicité de l'audience, des débats, au prix aussi, et moi je pense surtout à la question de la pédagogie du sens de la décision. C'est-à-dire que le décorum, le prétoire, c'est la pédagogie pour l'ensemble des acteurs, et principalement, parce que c'est le sujet qui occupe aujourd'hui, le citoyen, le justiciable. Quelle pédagogie donner s'il y a une procédure sans audience? Alors, pour certaines procédures, certains diraient, on peut se comprendre finalement. Mais de façon générale, c'est aussi un mauvais message qui est passé, et un tel mauvais message qu'on verra ensuite par la suite, qui a peut-être, avec justement le recul, même qui est relatif que nous avons, a amené le Conseil constitutionnel récemment, également le Conseil d'État récemment, à revoir un petit peu la copie qui avait été des leurs, et surtout celle du Conseil constitutionnel il y a quelques années. Au-delà de la procédure sans audience, c'est, vous disais-je, la visio-audience qui pose réellement problème. Et là, ce n'est pas une question de circonstances liées à la crise sanitaire actuelle. La visio-audience est prévue par les textes depuis plusieurs années et pratiquée depuis le début des années 2000. Alors, on l'appelle visio-audience, on l'appelle vidéo-conférence, vidéo-audience, on l'appelle télé-audience. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui est reprise actuellement, notamment par des chercheurs, c'est la télé-justice. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a véritablement une justice-réalité? Moi, je suis davantage de ceux qui pensent qu'on est presque sur une question de télé-réalité à travers cette vidéo. Alors, pour que vous compreniez rapidement d'où ça part, c'est anecdotique, ça va être rapide, mais pour comprendre que les enjeux, qui ne sont pas les enjeux des garanties du respect des droits de la défense, au procès équitable, c'est d'autres enjeux qui ont été mis en place au début des années 2000. L'exemple est très simple. On est à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a le tribunal supérieur, je crois, enfin en tout cas, le tribunal d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et il y a le tribunal de première instance. Il y a tellement peu de magistrats, et pas qu'on s'aperçoit que malheureusement, des magistrats vont à la fois siéger aux juridictions de première instance et également le tribunal d'appel. Ça pose quand même une difficulté. Donc, une petite idée de la chancellerie, on va tester une visio-audience entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la Cour d'appel de Paris. Et il y a un enjeu, mais il y a aussi des considérations d'ordre géographique qu'on peut comprendre. D'ordre budgétaire. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté, c'est qu'au fur et à mesure des années, je vais donner un autre exemple rapide, la Cour de cassation, chambre criminelle, 1er octobre 2013, qui dit noir sur blanc, là on est dans le domaine pénal, la visioconférence vaut comparution personnelle. C'est-à-dire que tout est dit, et puisque ça vaut comparution personnelle, on va le décliner, alors, sauf erreur, et sous contrôle notamment de mais en matière de droit des étrangers et de droit d'asile, l'inscription dans la loi de la possibilité de la visio-audience devant la CPA remonte à une loi de 2011. Alors, il a fallu attendre un décret de 2012, mais il y avait quand même quelques garde-fous. C'est-à-dire que ce fameux article, le L733-1 du Code de l'entrée et du séjour, rappelle que la visio-audience est possible. C'est le deuxième paragraphe, quand même, le présentiel, c'est le premier paragraphe, le procès en tant que tel, le prétoire.
Mais, premier garde-fou, il faut le consentement. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, finalement, c'était une arlésienne, cette visio-audience. On entendait parler, c'était dans les textes, elle n'existait pas, parce qu'on n'allait pas quand même demander à la personne s'il voulait ou pas, on restait finalement, on comprenait ça dans le texte. Et puis, le deuxième garde-fou, d'une certaine manière, c'est qu'il fallait une salle équipée, aménagée, avec un certain nombre de garanties, et qui n'avait pas été mis en place en métropole. 2014, les premières expériences à Cayenne, Guyane, puis la loi juillet 2015, la loi Asile, avec une systématisation de la visio-audience dans le domaine du droit d'asile pour les DOM, Cayenne, Mamoudzou et Mayotte, sans que l'on demande le consentement, en tout cas le choix du requérant. Et c'est là où il y a ce premier coup près, c'est-à-dire qu'on va parler du laboratoire du pire, toucher à finalement une procédure qui normalement ne peut se concevoir à travers une absence d'interaction directe. Je me souviens qu'il y a un magistrat, ancien ministre, Michel Leport, magistrat de l'ancienne commission de recours des réfugiés, qui faisait cette comparaison en disant mais il y a deux grandes juridictions où l'intime conviction est importante. C'est bien sûr la Cour d'assises, c'est inscrit dans la loi, l'intime conviction, sous ces formes interrogatives du reste. Car elle n'est pas inscrite dans la loi, mais ce sont des réalités sur cette intime conviction du juge au regard de la crainte de persécution. La Convention de Genève de 1951, ce n'est pas finalement une question de preuve, c'est une question de crainte, la crainte objective. 3 ans plus tard, modification de la loi, projet de loi Collomb, la future loi de septembre 2018. Et ce qui est très important, c'est de parler tout à l'heure des études d'impact. Encore une fois, il y a des études d'impact antérieures au projet de loi, rapidement faites, bien évidemment, comme souvent. Et on comprend tout dès l'étude d'impact du projet de loi sur la maîtrise de l'immigration. Enlever le consentement, c'est-à-dire enlever la place centrale, bien évidemment, le rôle, la responsabilisation, même la responsabilité du citoyen justiciable, eh bien, permettra un traitement, je cite, rapide et délocalisé. Alors, ce n'est pas le fait d'enlever le consentement, c'est la visio-audience, mais de façon systématisée, dit l'étude d'impact, permet un traitement rapide et délocalisé des recours présentés, en particulier dans certains territoires. Entre parenthèses, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est intéressant parce que quand on connaît les chiffres, on sait qu'après l'Île-de-France, là où il y a le plus de demandeurs d'asile, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Est. Donc, cette logique de pragmatisme, cette logique budgétaire et de rendement, qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir tout de même respecter un certain nombre de garanties, elle est inscrite même dans la philosophie même de cette loi. Le Conseil constitutionnel ne trouvera rien à y redire. Pire, décision du 6 septembre 2018, bon, si vous permettez l'expression, il n'y a pas de surnom, les choses sont claires. Tant dans la décision que dans le commentaire fait par le Conseil constitutionnel, c'est toujours important et intéressant de lire le commentaire du Conseil constitutionnel lui-même de ses propres décisions. C'est l'essence même de ces décisions. Il est indiqué l'absence de consentement se justifie par la contribution à une bonne administration de la justice, vous en ferez ce que vous voudrez, on comprend cette question de la célérité, et au bon usage des deniers publics. Les choses sont dites. Alors ensuite, paragraphe suivant, rassurez-vous, il y a tout de même des garanties salle aménagée ouverte au public. J'invite, c'est ceux qui nous écoutent connaissent, pour la plupart, mais même nos intervenants, d'aller se rendre ensuite au palais de juridiction administrative, qui est à 2 rues d'ici, voir à quoi ressemble cette salle dite ouverte au public. Il y a 5-6 pauvres chaises, il n'y a pas de publicité des débats qui sera organisée s'il devait y avoir des vidéo-audiences. De la même façon, rassurez-vous, nous dit le Conseil constitutionnel, l'assistance par un avocat, bien évidemment, est prévue. Heureux. Sauf que je ne vois pas en lien de l'avocat. L'avocat est-il présent auprès de son client, ce qui est tout à fait normal, heureusement. Mais pourquoi l'avocat ne devrait-il pas être présent face à son juge? Donc, il est à Paris ou il est à Lyon. Situation ubuesque, mais qui veut que, par exemple, un avocat parisien mandaté par un justiciable lyonnais, eh bien, doit avoir le juge, qui est à quelques encablures de son cabinet, en prenant son train à travers une visio-audience, puisqu'il doit se déplacer à Lyon
Pourquoi je dis allô? Parce que juste après la promulgation de la loi de septembre 2018, validée par le Conseil constitutionnel, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, pour reprendre son expression, s'est emparée de cette possibilité de visio-audience pour décider sur 2 sites pilotes, Lyon et Nancy. Vous voyez le rapport avec l'étude d'impact? Je n'invente rien. Les 2 régions étaient indiquées dans l'étude d'impact. Et ce sont les 2 régions qui seront choisies. Donc, c'est jamais le fruit du hasard. Pour systématiser, je dis bien systématiser, la visio-audience pour tous les requérants demandeurs d'asile du ressort du tribunal administratif de Lyon, du Rhône, de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire, et de la Cour administrative d'appel de Nancy, puisque c'est l'autre site pilote. Alors, vous imaginez bien que normalement, dans ce type de décision, il y a des concertations, il y a un dialogue avec les bâtonniers, mais avec les intervenants des associations, avec les autorités administratives, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui, durant tous les travaux parlementaires, et même avant les travaux parlementaires, dès le départ de ce projet de loi, je pense aux défenseurs des droits, je pense également à la CNCDH, se sont émus d'un certain nombre de dispositions liberticides dans celle-ci. Aucune concertation, réunion d'information de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Quelques semaines après la promulgation de la loi, vous suivez ma chronologie, nous sommes en septembre 2018, la loi est promulguée. Début octobre, réunion à la Cour administrative d'appel de Lyon, avec M. Bâtonnier, les avocats, et simplement leur indiquer que dans quelques mois, il va y avoir le début des visio-audiences, mis devant le fait accompli. Et tel un symbole, pendant qu'on nous informe de cela, de l'autre côté de la salle des papiers. Les travaux de cette petite salle sont en train de commencer. Et c'est ça qui pose difficulté lorsqu'on essaie de retrouver le chemin de la liberté, c'est que d'abord, il faut se concerter, il faut dialoguer. C'est en dialoguant que l'on peut trouver peut-être des situations confortables ou pas. Mais là, il n'y a eu aucun dialogue. Et c'est ce rapport de force qui est nécessité justement par cette décision qui nous a été imposée. Et pour retrouver donc, le chemin de liberté, un certain mode d'action. La première chose sur laquelle je souhaite insister, c'est l'unité de la profession d'avocat. Alors, ce n'est pas du corporatisme parce que justement, ce qui a été une plus-value dans ce combat, c'est de sortir de nos sentiers, de nos chemins, et de taper à la porte de celles et ceux professionnels, médecins, associatifs, travailleurs sociaux, également parlementaires, même si c'était a posteriori. La LDH était présente, la CIMAD également très présente à nos côtés. Mais avant cela, c'est l'unité de la profession. Parce que ce que n'ont pas compris les pouvoirs publics et surtout l'exécutif, c'est que, quelles que soient nos sensibilités, je pense notamment au Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, qu'il s'agisse du barreau de Lyon, qu'il s'agisse d'autres barreaux, même peut-être moins concernés, puisque pas test pilote, pas site pilote, excusez-moi, ont tous voté à l'unanimité des motions. Parce que les avocats, en fait, ce qui nous réunit, malgré nos sensibilités, même si on ne pratique pas le pénal, le droit des étrangers, c'est la garantie des droits de celles et ceux qu'on défend. Et c'est aussi cette unité de temps, cette unité d'action qui est le prétoire. Cette robe, on n'a pas le droit de la porter au cabinet. Parce que le seul endroit où on la porte, c'est dans le prétoire. Et là, d'imaginer une visio-audience avec toute la dureté et revenir pour le justiciable, surtout lorsqu'il s'agit de justiciables fragiles, mais intrinsèquement, pour notre profession, s'imaginer, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, c'est de remettre de la gageure, c'est-à-dire m'adresser à la webcam, pour essayer de vous regarder dans les yeux, c'est impossible. En tout cas, on n'a pas traité ça pour soi. Donc, le rapport de force a été de mobiliser l'ensemble de la profession. Myriam, tu l'as rappelé, cela va du CFD, la conférence des bâtonniers, les syndicats, le syndicat des avocats de France a été non seulement partie prenante, mais particulièrement présent depuis le début de ce combat, mais surtout les médecins. Parce que s'il y a une objectivité sur la question de la place de cette visio, de la place du justiciable demandeur d'asile dans le cadre d'une vidéo-audience, c'est-à-dire avec cette médiation de l'écran, c'est d'abord interroger les médecins, ceux qui suivent, qui accompagnent, les médecins spécialisés, qui accompagnent les demandeurs d'asile, qui les soignent.
Et je tiens à saluer notamment le MEDA, Médecine et droits d'asile, qui est une association de médecins lyonnais spécialisée dans l'accompagnement des personnes exilées en souffrance. La communication à travers les médias, bien évidemment, le rôle juridique, avec des conclusions qui ont été faites devant la CNDA, pour quasiment tous les dossiers sur l'irrégularité de la procédure que concerne la visio-audience. Et puis, malgré cela, il a été décidé d'organiser tout de même, par la Cour nationale du droit d'asile, la visio-audience en février 2019. Et donc, le rapport de force, à un moment, c'est le combat. On va pas parler de guerre, on parlera de combat. Et dans ce combat, il y a eu une grève. Il y a eu une grève des avocats spécialisés dans l'asile, mais pas simplement sous le prisme d'avocats lyonnais. Hein. Des avocats parisiens qui, entre nous, n'étaient pas concernés directement, d'autres confrères, Toulouse, Lille, et j'en passe, se sont mobilisés à nos côtés, confrères nancéens aussi, je pense particulièrement une consoeur nancéenne, et on s'est mobilisés, on a fait grève pour expliquer qu'il n'y avait pas de possibilité d'entendre le principe même de cette visio-audience, à tout le moins sans le consentement de la personne. Face à l'absence de dialogue, et pour reprendre l'expression d'Elma Sperti lors de sa première intervention, il faut faire appel à nos forces d'imagination du droit. On est allé taper du côté de la porte du côté de la médiation, en disant que finalement, peut-être qu'un médiateur arrivera à faire en sorte que, vous parliez de Cynthia Fleury, notamment de Sigil Amer, son ouvrage, peut-être sortir les uns les autres de ressentiment, et qu'avec la hauteur de vie d'un médiateur, on pourrait s'entendre. Et c'est ça l'intérêt, on nous l'a transmis par l'intermédiaire de Myriam et de Laure. Une médiation a abouti à un vade-mecum sur les visio-audiences devant la Cour nationale des droits d'asile. Ce qui est très important, c'est le fait que cette médiation n'était pas simplement de l'entre-soi entre juristes. Il y avait des chercheurs du CNRS qui ont étudié depuis plusieurs années toutes les problématiques liées aux vidéo-audiences, les médecins, les greffiers, avocats bien évidemment, et magistrats de la Cour nationale des droits d'asile. Ce vade-mecum a plusieurs vertus, le temps me manque pour toutes les indiquer. Je rappellerai simplement que nous sommes revenus, puisqu'il faut retrouver le chemin des libertés au statu quo ante. Alors c'est satisfaisant, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'on a réussi à dire le consentement qui n'est pas prévu par la loi, grâce au cadre, on va dire, contractuel de la médiation, la loi des parties, nous le réhabilitons. Alors, contrairement à ce qu'on a pu indiquer, ce n'est pas du contrat légal, c'est même pas du paralégal, parce qu'on a souvent tendance à oublier que hiérarchie des normes oblige, il n'y a pas que la loi interne. Si on réhabilite le consentement, c'est tout simplement parce qu'il y a le droit au respect des droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ces normes supranationales qui font que même une validation par un conseil constitutionnel au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même une conformité à la Constitution à un instant T, n'empêche pas que cette loi est apparue comme ne répondant pas à la conformité des textes internationaux d'applicabilité directe. Consentement, donc, caractère subsidiaire, c'est l'audience en présentiel, tout d'abord, qui prime. Et s'il y a un choix, encore faut-il qu'il y ait un choix suffisamment éclairé du requérant pour accepter une vidéo-audience, et bien dans ce cas-là, c'est l'autre plus-value de ce vade-mecum, l'encadrement, par le biais justement de l'expertise, notamment, je pense, M. Licop, Mme Desmoulins, chercheur au CNRS, sur comment faire en sorte que cela ressemble au moins à une audience. Et donc, il y a toute une série de garanties au regard de la sécurité, évidemment, des télétransmissions, mais également de la place de la caméra, de la fixation, tel ou tel gros plan. Cela ne résout rien, on en a bien conscience, car la grande difficulté de la visio-audience, c'est comme vous le disiez, on s'attaque aux plus faibles et on ne pense même pas à ce que cela peut provoquer. Lorsque les médecins ont dit à juste titre à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, attention à l'image, attention à cette médiation. J'en veux pour preuve ce qui se passe aujourd'hui. Je fixe exprès cette webcam, car cela me dérangerait de me regarder parler, or l'écran géant devant moi, c'est moi. Donc j'essaye de l'éviter. Eh bien, dans la salle dite de visio-audience, sachez qu'il y a ce même écran,
et qui permet de voir son interlocuteur, mais il y a un petit écran qui nous permet de nous voir nous-mêmes. Or, pour des personnes qui ont subi des atrocités telles que celles qui sont combattues, justement, par la Convention de Genève de 1951, vous imaginez que pour beaucoup d'entre elles, il y a une reconstruction psychique essentielle, un rapport de l'image de soi extrêmement délicat, pour utiliser un euphémisme, eh bien, on leur met de plein fouet leur propre image. Cela n'a même pas été pensé. Cela n'a pas été pensé non plus que la webcam n'était pas à côté de l'écran. Là, je vais arrêter de regarder la webcam et je vais me regarder. Ou je vais plutôt regarder M. Jean-Michel Clément, que je vois en haut à gauche. Et là, mon interlocuteur ne me voit plus, il n'y a plus de regard. Nous ne sommes plus dans le regard. Pour que nous soyons dans le regard, je dois de nouveau fixer la webcam. Mais si je fixe la webcam, je ne fixe plus mon interlocuteur. Et c'est toute cette importance de l'interaction sociale qui me fait dire, et je finirai sur ce point, parce que j'étais suffisamment long et je vous regrette si vous le souhaitez, notamment sur les dernières décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui laissent quand même une lueur d'espoir à travers le champ pénal sur l'impossibilité d'obliger, sans le consentement, des visio-audiences, notamment dans le cadre des débats sur la prolongation de la détention provisoire et surtout dans le procès d'assises à l'issue de l'instruction, rappelant justement la nécessaire préservation de l'intime conviction. Et c'est ce qui me fait dire que cette visio-audience qui existait avant même la crise sanitaire, d'une certaine manière, nous renvoie non pas à nos propres contradictions, mais à des contradictions qui sont celles qu'on veut nous imposer et que c'est celles que nous subissons depuis un an, c'est-à-dire l'absence totale d'interaction sociale. On a notamment des expressions qui font partie désormais du langage courant. On nous parle des distanciations sociales. Ça existe à travers une visio-audience prévue même avant la crise de la Covid-19. Et cette distanciation sociale, elle n'a pas existé. Ce qui peut exister, nous en sommes témoins aujourd'hui, c'est la distanciation physique. C'est tout à fait normal. Mais en aucun cas, elle doit être synonyme de la distanciation sociale. Et voilà les derniers mots que je souhaitais apporter. La lueur d'espoir, c'est de se dire que c'est un combat qui a été mené de haute lutte à plusieurs parce qu'il y a une unité de la profession et surtout parce qu'on a dialogué, discuté ensemble avec d'autres professions, comme aujourd'hui le reste, comme des anciens maires, comme un député, comme des universitaires engagés, des avocats. Et c'est ce qui fait la richesse justement de la possibilité de pouvoir pas simplement de retrouver nos libertés, mais espérons-le, les améliorer. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette intervention qui est extrêmement tonique et qui nous invite à sortir de l'entre-soi, à aller vers d'autres professionnels et à travailler de concert, notamment avec les associations. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. J'en avais deux. Une qui était plutôt une forme d'interrogation un peu ironique, qui concernait la défiance à l'égard des députés, des parlementaires, la défiance du peuple à l'égard de ses élus, et qui évoquait le problème de l'absence à l'Assemblée. Alors, la poule et l'œuf, c'est un problème. Mais en tout cas, voilà, une des questions a été posée. Les députés auraient peut-être plus de confiance, la confiance des citoyens s'ils étaient moins absents à l'Assemblée. Et puis, il y a une autre interrogation, une autre question. Pourquoi est-ce qu'aucune action judiciaire n'a été engagée pour arrêter l'état d'urgence, comme ça a été fait aux Pays-Bas? Voilà. Donc, en revanche, il n'y a pas de question propre à votre intervention. Voilà, donc si quelqu'un veut répondre. Oui, mais écoutez, oui, j'ai entendu une question où là encore les parlementaires sont mis à l'index sur leur prétendue absence à l'Assemblée. Je crois que cette question, en réalité, elle traduit la méconnaissance, je dirais, je n'ai pas envie de dire définitive, mais culturelle du fonctionnement de nos institutions. Si je vous disais qu'il m'arrive parfois que certains de ceux qui se rendent
à ma permanence m'appelle Monsieur le Sénateur. Donc, c'est pour vous dire la difficulté de la lisibilité de la situation pour certains d'entre eux. Quant à l'absence ou la présence à l'Assemblée nationale, évidemment, c'est quoi l'image? C'est l'image de l'hémicycle qui parle aux gens lorsqu'il est plein et qui ne leur parle pas, ou moins, quand il est, je dirais pas vide, parce que ce n'est jamais le cas, mais en tout cas qu'il est moins rempli. Alors déjà, l'état d'urgence sanitaire a aussi affecté la démocratie à ce niveau-là, puisque nous sommes contraints de siéger 1 sur 2. Donc déjà, les 577 parlementaires ne siègent plus qu'à la moitié en ce moment, ensemble. Donc déjà, c'est un premier élément. Même si la question des pouvoirs et des représentations est organisée, la présence physique est ainsi organisée. Je vous rappelle que dans le premier confinement, nous sommes passés d'un moment où nous siégions à 15 sur 577, puis après à 30 et après à 50 pour finir à 1 sur 2. Donc depuis bientôt 1 an, le Parlement fonctionne sur une jambe, dirons-nous, en termes de présence, j'entends. La deuxième chose, c'est que les travaux parlementaires aujourd'hui, mais ils se passent en présentiel, mais là encore, il est souhaitable de faire ça en visio. Et votre serviteur, eh bien, il doit être 1 semaine sur 2 en visio pour assister à la commission à laquelle il participe. Et ça veut dire que quand vous êtes en visio, par définition, vous n'êtes pas forcément à votre bureau parisien, mais vous êtes dans votre permanence. Et à votre permanence, il y a 2 difficultés parfois. Lorsqu'on est en milieu rural, comme c'est mon cas, on a des problèmes d'accès au numérique. Quand effectivement vous avez moins d'1 méga à votre domicile, évidemment, c'est compliqué de pouvoir travailler. Et puis vous ajoutez à cela que quand vous êtes à Paris, vous pouvez aller dans n'importe quelle commission, même si vous n'êtes pas titulaire de la commission. Mais quand vous êtes en province, par définition, vous n'allez que dans la commission à laquelle vous êtes inscrit. Donc déjà, le travail parlementaire se trouve affecté. Pour le reste, après, je dirais la présence, c'est entre le travail qui se passe en commission et le travail qui se passe dans l'hémicycle, et puis le temps de préparation quand on peut en avoir, auditionner en vue d'un texte de loi, tout ça, ça n'est pas visible, évidemment, mais ça fait partie du travail parlementaire. Alors, je pense que c'est un procès qu'on a déjà entendu, qu'on entendra encore, pour lequel, personnellement, je suis totalement... je suis prêt à répondre à ce qu'on peut, toute autre question, mais sincèrement, si on expliquait le travail parlementaire, et moi, quand j'emmène des citoyens visiter l'Assemblée nationale, que je leur fais visiter, qu'on leur explique comment se fait le travail parlementaire, la question ne se pose pas. Ils ont parfaitement compris que le travail est compliqué et nos journées sont très, très bien remplies. Bien, merci Jean-Michel Clément. Sur la question pourquoi aucune action judiciaire pour arrêter l'état d'urgence, je ne sais pas si elle s'adresse véritablement aux intervenants, qui étaient peut-être prêts à faire une action judiciaire ou à la soutenir. Elle s'adresse peut-être plus à notre public. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que ça ait été envisagé. En tout cas, les recours ont été exercés contre les recours au Conseil d'État, les référés d'urgence, etc., ont été exercés chaque fois que la visioaudience a été envisagée. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin dans la réponse. Patrick Canon se propose d'intervenir à nouveau sur ce point. Oui. Et une autre question lui sera posée. Quel chemin aujourd'hui pour la LDH? Puisque ça fait partie des questions posées. Oui. Alors, s'agissant du bureau contre l'état d'urgence, la Ligue des droits de l'homme l'a fait tant pour l'état d'urgence sanitaire, mais pour l'état d'urgence sécuritaire. Le Conseil d'État est compétent, c'est-à-dire qu'on attaque le décret qui instaure l'état d'urgence, ou alors ce qu'il est possible de faire, si on a laissé passer le décret parce qu'on n'a pas attaqué tout de suite le décret, c'est de demander à ce moment-là au président de la République de mettre fin à l'état d'urgence et son refus est attaqué devant le Conseil d'État. Seulement le Conseil d'État a toujours rejeté les demandes de la Ligue, non pas en disant que c'était irrecevable, parce qu'on peut attaquer, ce n'est pas un acte de gouvernement, hein, la mise en place de l'état d'urgence ou le refus de mettre fin à l'état d'urgence. Par contre, il a considéré que les circonstances étaient telles que c'était justifié. Alors, on ne s'est pas engagé de nouveau dans cette voie avec l'état d'urgence sanitaire. Parce que je vous parle de tout ce que vous voulez, si jamais on faisait un tel recours, le Conseil d'État, eu égard aux circonstances actuelles, dirait que tout est justifié.
Voilà, donc après, le problème est de savoir, est-ce qu'on engage des recours qui n'aboutissent pas, hein, donc, voilà, il y a quand même une question d'efficacité. Alors après, il peut y avoir la question purement morale, mais vraiment, le Conseil d'État a beaucoup changé, hein. Il n'est plus le garant des libertés qu'il a été. Il a été à une époque, il y a des grands arrêts du Conseil d'État, c'est remarquable. Mais aujourd'hui, on s'interroge. Alors, il n'est pas hors sol, le Conseil d'État. C'est vrai que dans le climat tel qu'il est, voilà, il n'a pas l'audace, c'est malheureux à dire, l'audace de statuer dans le sens de la protection des libertés. Alors, sur la deuxième question, donc, sur l'action de David, c'est ça? Oui, quel est le chemin, quelle est un peu l'orientation? Et la question est vaste. Hein. Alors, oui, voilà, donc je ne peux pas répondre dans quelques minutes. Simplement, bon, ce que je veux dire, c'est que la Ligue des droits de l'homme est constamment sur le pont pour la défense des droits et libertés. Alors, on n'a pas arrêté entre l'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire, les projets de loi qui viennent en même propositions de loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat sur la sécurité globale. Sécurité globale, vous voyez déjà de quoi il s'agit. C'est une sécurité qu'on envisage ici de manière généralisée, contrôle social généralisé. Et puis le projet de loi sur les principes de la République, qui est donc loi qui sera une loi de police. Parce qu'on nous dit que c'est pour la laïcité, etc. C'est une police des cultes, mais aussi la police des associations qui vont être contrôlées. Il y a tout un ensemble de règles de contrôle des associations. Et le Conseil d'État, une fois, dans son avis qu'il a donné à propos de ce projet de loi, a indiqué que c'était l'ensemble des libertés publiques, ça figure dans son avis, page 5, pour ceux qui veulent s'y référer. Donc, le Conseil d'État dit que c'est l'ensemble des libertés publiques et les énumère, liberté d'association, liberté d'expression, etc., qui sont concernées par ce projet de loi. Donc, voilà, il y a quand même une grande difficulté, et je voudrais juste simplement terminer par cette phrase du commissaire du gouvernement, c'était le rapporteur public de naguère, devant le Conseil d'État à propos de l'arrêt Balikin de 1927. Le commissaire du gouvernement disait que la liberté est le principe et que la restriction de police est l'exception. Eh bien, on opère aujourd'hui, on constate un renversement, c'est la liberté qui est l'exception et la restriction de police le principe. La défenseur, la contrôleur général du lieu de privation de liberté a bien indiqué que les libertés publiques deviennent un luxe pour les pouvoirs publics. C'est ce qu'on veut. Voilà, on les respecte s'il y a mieux, mais tout le reste passe à l'efficacité, la réglementation, etc. Voilà, donc la Ligue n'arrête pas, on n'a pas un seul moment de répit. Ça veut dire que, quels que soient les pouvoirs publics en place, on n'arrête pas. Alors, il y a une dernière question qui peut s'adresser à une auditrice nous demande mais qu'est-ce que c'est les contre-pouvoirs? Est-ce qu'on peut dire ce que sont les contre-pouvoirs? La question a été posée 2 fois, donc je ne peux pas ne pas vous inviter à y répondre. Alors, d'autant que vous avez 2 minutes, 3 minutes. Oui, certains contre-pouvoirs, on peut citer, parler tout à l'heure des associations, il y a la presse, il y a différents contre-pouvoirs. Moi, je voudrais insister sur les autorités administratives indépendantes. On en parlait des défenseurs des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la CNCDH. Alors, on est c'est intéressant, des institutions qui ont été créées justement pour, non pas simplement qu'il y ait un habillage, mais pour qu'il y ait la préservation des libertés et des droits fondamentaux. Et dans le même temps, ce sont des avis, ce sont des recommandations. Lorsqu'on veut s'en prévaloir devant les juridictions administratives, notamment, le disais également, on rappelle du droit mou, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur normative, mais elles sont aussi là, et je pense notamment à la CNCDH, pour aiguiller notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif lorsqu'il s'agit de projets de loi, pour pouvoir les aiguiller sur le respect notamment d'un certain nombre de garanties.
Autre intérêt, puisqu'on parle de contre-pouvoir, et je voudrais également revenir sur donc, ces autorités administratives indépendantes, la possibilité aussi, non pas de tester en justice, mais d'être tiers intervenante au sein de procès. Je pense aux défenseurs des droits. Et là, qui a une plus-value, c'est-à-dire que la loi prévoit qu'il puisse, soit parce qu'il est invité par le parti, ou soit de lui-même, ou soit saisi par la juridiction pour une expertise en particulier, eh bien, il peut être partie intervenante devant la juridiction. Et c'est plus utile, c'est parfois nécessaire parce que ça permet d'apporter un certain nombre d'éclairages. Bien, merci. Je rajouterais, puisque j'ai le micro, que dans les prérogatives de ces autorités indépendantes, il y a un pouvoir important qui est un pouvoir de constat. Quand le contrôleur général des privations des libertés investit un hôpital psychiatrique, il y vient avec ses délégués, il peut investir tous les lieux. Quand il va voir une prison, c'est la même chose. Il peut s'inviter et que toutes les portes soient ouvertes, que tout le monde soit interrogé en même temps, en sorte qu'on puisse interroger les détenus, interroger les gardiens dans une prison et interroger l'administration, le directeur. Donc ce pouvoir de constat qui existe pour le défenseur des droits, pour le contrôleur général des privations de liberté, c'est un outil important et un élément d'information important pour les avocats. Très bien. Alors, Mais juste pour compléter, c'est tellement important que lorsqu'il y a des demandes qui sont faites auprès d'administration, par exemple, ou de communication pièce, sauf erreur de ma part, s'il n'y a pas de réponse, ça peut même aller jusqu'au délit d'entrave. Et c'est prévu par les textes. Donc c'est vraiment en effet un rôle, une mission primordiale. bien, je crois que le moment est venu de conclure. Bien sûr, nous remercions nos intervenants qui ont joué le jeu, qui ont répondu aux interventions, aux sollicitations, aux questions, y compris lorsqu'elles étaient un peu dérangeantes, qui ont fait l'effort, malgré quand même une situation un peu désespérante à certains moments, de trouver des pistes pour nous aider à retrouver le chemin de liberté. Ils passent, même si ça n'est qu'un sentier, par la sortie de l'entre-soi. Il passe par des exigences à l'égard des députés lorsqu'on met un vote dans l'urne. Et il passe aussi, c'est l'invitation de Vincent Brégas, par l'exercice de la citoyenneté en dehors même des périodes d'élection. Je remercie également, bien sûr, le barreau de Lyon qui nous a accueillis, le centre culturel de Boucla qui a co-organisé cette rencontre. J'espère, et des pistes ont été lancées notamment par Patrick Canin, que nous aurons d'autres occasions de nous voir, d'évoquer peut-être la loi séparatisme devenue laïcité, devenue principe républicain, d'autres questions autour de l'universalisme des droits de l'homme, l'universalisme tout court. Et j'ajouterai une mention toute particulière dans les remerciements à Nolwenn Padoun, à Sacha Guidreau, qui, chacun de leur institution derrière leur écran, ont permis que ces rencontres aient lieu et que la technique, qui quelquefois nous a trahis, mais ça n'est pas votre responsabilité, qui a permis que la technique nous aide tout de même à nous retrouver de manière dégradée, certes, mais de nous retrouver dans ces périodes. Nous fêtons le premier anniversaire du premier confinement. Nous fêterons aussi le 60e anniversaire du Boucla cette année. Vous y serez conviés et nous espérons bien que nous pourrons nous y trouver cette fois fort présents.